95% des personnes victimes d'un pervers narcissique déclarent ne pas avoir compris qu'elles étaient manipulées, avant qu'il ne soit trop tard. Et toi, est-ce que tu aurais vu les signes? Est-ce que tu aurais su reconnaître la manipulation, derrière les « je t'aime » et les regards qui t'enferment au lieu de te libérer? Dans les relations toxiques, il n'y a pas de chaîne visible. Il n'y a que des mots, des silences, des gestes qui isolent, et des promesses qu'on attend encore, longtemps après que tout soit cassé. Tu vis peut-être avec un manipulateur, sans le savoir. Ou tu viens peut-être juste de t'en libérer, mais tu sens encore son ombre dans ton esprit. Son regard dans tes décisions. Son jugement dans tes doutes. Une personne sur 6 aurait déjà été impliquée dans une relation de couple toxique avec un narcissique manipulateur, selon une étude de l'Université de Stockholm. Et pourtant, on en parle rarement. Parce que ces relations ne laissent pas toujours de traces visibles. Mais elles laissent des dégâts silencieux, profonds, durables. Tu vas découvrir dans cette vidéo ce que personne ne t'a jamais vraiment expliqué. Pourquoi un pervers narcissique peut vouloir changer. Le moment exact où son masque se fissure. Et comment, parfois, sans même le vouloir, tu peux devenir le déclencheur d'un basculement intérieur. Alors si tu es, ou as été dans ce genre de relation toxique, si tu connais le vide que la manipulation laisse derrière elle, laisse un like. Et si tu en as la force, partage ton expérience en commentaire. Sinon, écris simplement merci. Parce que chaque mot peut aider quelqu'un à se libérer. En 1914, Sigmund Freud écrivait « Le narcissisme est une composante universelle de la psyché humaine, mais il devient pathologique lorsqu'il est utilisé comme refuge contre la réalité. » Plus d'un siècle plus tard, la science vient confirmer ce que les philosophes antiques pressentaient déjà. Et ce que vous allez entendre ici, vous ne l'avez probablement jamais entendu aussi clairement. Le narcissisme n'est pas seulement un trait de caractère. C'est un mécanisme de défense extrême, souvent enraciné dans des blessures profondes remontant à l'enfance. D'après l'American Psychiatric Association, environ 6,2% de la population mondiale présente un trouble narcissique de la personnalité, NPD. Mais ce chiffre est trompeur. Car selon le docteur Ramani Durvasula, experte mondiale du sujet, plus de 20% des individus peuvent présenter des traits narcissiques suffisamment marqués pour détruire une relation, même sans être officiellement diagnostiqués. Et voici ce qui va peut-être vous choquer, les narcissiques ne savent pas toujours qu'ils le sont. Leur comportement est souvent motivé non pas par une volonté de blesser, mais par une peur panique d'être vulnérable. Carl Jung l'avait déjà noté, plus la personne se défend violemment contre la réalité, plus grande est sa terreur inconsciente. Le narcissique fut une blessure qu'il ne comprend pas. Il ne fuit pas vous. Il fuit lui-même. Et là, vous commencez à vous reconnaître. Vous avez peut-être vécu cette sensation étrange, entre fascination et malaise, face à une personne qui vous attire, mais vous épuise. Quelqu'un qui, au départ, semblait admirer tout chez vous, avant de tout démolir lentement. Pourquoi ce schéma se répète-t-il? Pourquoi tant de gens restent-ils piégés, incapables de comprendre ce qui leur arrive? La réponse est en partie neurologique. Des recherches en neuroimagerie menées à l'université de Zurich ont révélé que les personnes présentant un trouble narcissique ont une activité réduite dans le cortex préfrontal ventromédian, la zone associée à l'empathie et à la régulation émotionnelle. Cela signifie concrètement que leur cerveau est moins équipé pour ressentir sincèrement ce que vous ressentez. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne peuvent pas, du moins pas comme vous. Mais ce n'est pas une excuse. C'est une explication. Et dans cette explication, il y a une clé, le changement est possible, mais pas par les moyens que vous croyez. On pense souvent qu'un narcissique changera par amour, ou après avoir été confronté à sa méchanceté. C'est faux. Toutes les grandes études le montrent, ce n'est jamais la honte qui transforme, mais le choc de perdre ce qui leur renvoie leur propre image idéalisée. C'est là que le stoïcisme entre en scène. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. » Le narcissique vit justement dans une idée. Une illusion d'être spécial, au-dessus, différent. Tant que vous entrez dans ce jeu, vous ne voyez pas qu'il est prisonnier de sa propre construction mentale. Et cette prison est souvent invisible à ses yeux. Freud, encore lui, l'a formulé brutalement. Le narcissique ne guérit pas, sauf si l'effondrement de son illusion devient plus douloureux que la réalité. Ce moment d'effondrement peut prendre des années. Parfois, il ne vient jamais. Mais parfois, il suffit d'un événement, d'un miroir que vous tenez sans le savoir, pour qu'une fissure apparaisse. Et cette fissure, on l'observe. Dans les études longitudinales, comme celle menée par le Dr Elsa Roningstam à Harvard, on voit qu'une infime minorité de narcissiques commence à changer non pas après un conflit, mais après une perte brutale de contrôle ou une trahison perçue. Ils n'évoluent pas pour se rapprocher de vous, mais pour ne pas sombrer eux-mêmes. Est-ce que cela signifie que vous devez attendre?
Non. Cela signifie que vous devez comprendre la logique invisible. Le narcissique n'est pas ce monstre froid qu'on caricature. Il est souvent en panique intérieure, tout en projetant une façade de toute puissance. Et c'est précisément cette dissonance qui crée sa toxicité. La science, les philosophes, la psychologie moderne, tous nous disent la même chose. Il ne changera pas par pitié, ni par culpabilité, ni par amour. Il ne changera que si la structure qu'il a construite s'effondre devant lui. Et ce n'est jamais vous qui pouvez provoquer cet effondrement, sauf si vous comprenez comment. Ce que vous allez découvrir ensuite, c'est le moment exact où cela se produit. Ce fameux instant qui inverse la dynamique. Ce n'est pas un cri. Ce n'est pas un discours. C'est quelque chose de plus subtil, de plus puissant. Un basculement que vous pouvez reconnaître et utiliser, si vous avez les bonnes clés. Et c'est là que tout commence à changer. Avant de passer à la suite, prends un instant pour laisser un like et t'abonner pour rejoindre nos membres. Aussi, si tu connais quelqu'un dans le besoin, tu peux l'aider en partageant cette vidéo. Merci pour lui ou elle. Maintenant, on continue. Il existe un moment que presque aucun narcissique n'oublie. Un moment court, brutal, invisible pour les autres, mais qui déclenche en lui une onde de choc intérieur. Ce moment, ce n'est pas celui où vous pleurez. Ce n'est pas celui où vous l'accusez, ni même celui où vous partez en claquant la porte. Ce qu'un narcissique redoute plus que tout, c'est le moment où vous ne jouez plus. Quand vous cessez de réagir. Quand vous devenez opaque à ses tentatives de contrôle. Là, la machine se dérègle. Ce n'est pas une théorie abstraite. C'est un fait clinique. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality Disorder en 2016, la majorité des individus présentant un trouble narcissique ne montrent aucun signe de remise en question tant qu'ils gardent une emprise émotionnelle sur l'autre. Ils se nourrissent littéralement de vos réactions. Qu'elles soient positives ou négatives, peu importe. Tant que vous réagissez, vous alimentez le système. Mais le jour où vous arrêtez de vous justifier, où vous devenez calme, clair, détaché, quelque chose se fissure. C'est là que survient le moment de rupture. Et ce moment, il est terrifiant pour le narcissique, car il déclenche ce que les neuroscientifiques appellent une dysrégulation narcissique aiguë. Le cerveau limbique entre en panique. L'amygdale, le centre de la peur, s'emballe. Et tout à coup, cette personne si froide, si sûre d'elle, se retrouve face à un vide. Carl Jung écrivait que le masque finit toujours par se coller à la peau jusqu'à ce qu'il se déchire. Et quand ce masque craque, le narcissique ne sait plus qui il est. Il a bâti toute son identité sur la perception qu'il impose aux autres. Il n'a jamais vraiment appris à exister sans validation, sans contrôle, sans supériorité. Imaginez-le comme un château de verre, solide en apparence, mais prêt à voler en éclats dès qu'une onde silencieuse le traverse. Et cette onde, c'est souvent votre absence de réaction. Pas le conflit, pas la colère, l'indifférence calme, la distance sereine, la clarté. Épictète disait, n'offre pas à l'autre ce qu'il attend pour te troubler. Reste impassible, et il perdra sa puissance. C'est exactement ce qui se joue ici. Quand vous cessez de vouloir expliquer, convaincre ou prouver votre valeur, vous coupez le cordon énergétique. Vous brisez la boucle narcissique. Et c'est souvent à ce moment-là que le narcissique montre un comportement contradictoire. Certains redeviennent charmants. D'autres s'effondrent. Certains deviennent agressifs, cherchant à vous provoquer pour que vous réagissiez à nouveau. Parce que cette absence de contrôle, pour eux, c'est la mort symbolique de leur ego. Une étude de 2020 menée à l'université de Leipzig a même montré que plus de 70% des narcissiques ayant vécu ce genre de rupture se retrouvent temporairement en état de dissociation émotionnelle ou d'anxiété aiguë. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que ce moment peut aussi être un tournant. Pour la première fois, le narcissique n'a plus de miroir, plus d'écho, plus d'image. Il est seul face à sa propre dissonance. Et c'est là que, parfois, un déclic survient. Pas une prise de conscience magique, mais un vertige. Une perte de repère suffisamment puissante pour forcer un arrêt. Ce n'est pas encore le changement. C'est le préambule. Le vide avant la chute. Le stoïcisme nous enseigne que la rupture n'est pas toujours un cri, mais parfois un silence. Sénèque écrivait, « Il n'est pire souffrance pour celui qui cherche à dominer que de ne plus voir personne fléchir devant lui. » Le narcissique ne craint pas le rejet. Il craint l'effacement. Il ne craint pas d'être haï. Il craint de ne plus exister dans l'esprit de l'autre. Et là, vous commencez à comprendre. Ce n'est pas votre douleur qui le touche. C'est votre détachement. Ce n'est pas votre discours. C'est votre retrait de la scène. Ce moment, aussi subtil soit-il, crée une faille dans son armure psychologique. Une faille que même lui ne peut ignorer. Une faille qui, pour la première fois, ne dépend plus de ce que vous ressentez, mais de ce que vous ne ressentez plus. Dans la suite,
vous allez découvrir comment ce détachement agit comme un miroir inversé. Comment le fait de vous recentrer, sans le vouloir, force le narcissique à se regarder en face. Et pourquoi cette confrontation, bien plus que l'amour ou la logique, peut marquer le tout début d'un basculement. Il y a une scène que vous avez peut-être déjà vécue sans en comprendre la profondeur. Vous vous détachez. Vous ne réagissez plus. Vous avancez, lentement, vers votre propre paix intérieure. Et c'est à ce moment précis qu'il revient. Il vous cherche. Il vous teste. Il redevient soudain doux, nostalgique, presque vulnérable. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la panique. Ce que vous êtes devenu à cet instant, c'est un miroir inversé. Un reflet qu'il ne contrôle pas, et qui lui renvoie l'image qu'il fuit depuis toujours. Carl Jung parlait du processus d'individuation, cette étape cruciale où l'individu cesse de projeter sur les autres ce qu'il refuse de voir en lui-même. Le narcissique, lui, ne franchit presque jamais cette frontière. Il reste bloqué dans une architecture mentale rigide, où chaque interaction est filtrée, analysée, utilisée pour renforcer un faux soi. Mais quand ce miroir, vous, cesse de refléter ce qu'il attend, tout son système de validation s'effondre. Ce phénomène est documenté dans les travaux du Dr Heinz Kohut, psychiatre américain, qui décrit le narcissistic injury, une blessure psychique provoquée lorsque l'autre ne renvoie plus au narcissique son idéalisation. Et cette blessure, paradoxalement, peut devenir le point de départ d'un changement. Pas un changement motivé par la compassion. Un changement déclenché par le manque, par le vertige de la déconnexion. Imaginez un acteur jouant sans public. Un chanteur sans salle. Un manipulateur sans prise. Vous devenez soudain intangible, et cette intangibilité est insupportable pour lui. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, vous étiez son miroir préféré. Celui qui, même dans la douleur, reflétait encore sa grandeur, son importance, sa supériorité. Mais en retrouvant votre centre, vous changez la nature du reflet. Vous ne montrez plus ce qu'il veut voir. Vous montrez ce qu'il est. Marc Aurèle écrivait, « L'âme devient ce qu'elle contemple ». Et c'est exactement ce qui rend le miroir inversé si puissant. Ce n'est plus vous qui changez pour lui. C'est lui qui commence, sans le comprendre, à se confronter à sa propre image déformée. Il ne voit plus l'admiration dans vos yeux. Il ne lit plus la peur dans votre voix. Il n'entend plus de justification dans vos mots. Et il comprend alors, souvent inconsciemment, que vous n'êtes plus en sa possession. Ce moment crée un choc. Des études menées par le Dr Craig Malkin de Harvard montrent que lorsque les narcissiques sont confrontés à une perte d'influence émotionnelle, plus de 65% d'entre eux réagissent par une phase de déstabilisation profonde, agitation, tentative de reconquête, manipulation affective. Mais chez une minorité très réduite, cette phase peut déclencher un premier regard intérieur. Pas encore une transformation, mais un doute. Une faille. Un espace. Et c'est dans ce vide que naît, parfois, une première lucidité. Il ne s'agit pas de repentance. Il s'agit d'un trouble. Un narcissique n'est pas prêt à changer tant qu'il contrôle la narration. Mais si vous retirez le script, il peut se retrouver seul face à une version de lui-même qu'il ne peut plus fuir. Sénèque disait, « Celui qui fuit la vérité se condamne à vivre dans l'erreur de ses illusions. » Et vous, à cet instant, vous ne parlez plus. Vous ne plaidez plus. Vous incarnez simplement une vérité silencieuse. Vous n'êtes plus sous influence. Et c'est cette posture, rare, calme, ferme, qui agit comme un électrochoc. Le miroir inversé n'est pas une technique. Ce n'est pas une stratégie de manipulation inversée. C'est une conséquence naturelle de votre propre évolution. En retrouvant votre valeur, en cessant de vous justifier, en posant vos limites sans colère, vous devenez ce que le narcissique ne supporte pas, un être entier, autonome, qui ne joue plus le jeu. Et dans certains cas, cela peut provoquer chez lui une crise existentielle. Une forme de friction intérieure qui oblige à faire face, à ressentir, à questionner. Ce n'est pas encore une transformation. Mais c'est un commencement. Et ce commencement, il ne vient jamais d'un discours. Il vient d'une absence. La vôtre. Dans la suite, nous allons plonger dans le cœur du conflit. Ce moment où, face à ce miroir inversé, le narcissique n'a plus d'autre choix que de se confronter à lui-même. Et c'est là, entre orgueil et effondrement, que certains entrevoient enfin la vérité qu'ils fuyaient depuis toujours. Marc Aurèle n'a jamais connu le mot narcissique. Et pourtant, il a décrit leur mécanisme avec une lucidité saisissante. Dans ses pensées pour moi-même, il écrivait « L'homme fuit ce qu'il est, car il craint ce qu'il verrait s'il se regardait avec honnêteté. » Ce que les neurosciences modernes appellent aujourd'hui dissonance cognitive, Marc Aurèle l'appelait la fragmentation de l'âme. Ce moment où l'individu se sent déchiré entre l'image qu'il donne et la vérité qu'il refuse de voir.
Et c'est précisément ce qui se passe dans la confrontation intérieure du narcissique. Ce moment où, face à un silence qu'il ne contrôle pas, face à un détachement qu'il n'avait pas prévu, il commence à ressentir une chose rare et presque étrangère, le doute. Non pas un doute sur vous, un doute sur lui-même. Et ce doute, il ne sait pas quoi en faire. La psychologie appelle cela un effondrement narcissique latent. C'est une expérience interne intense, souvent invisible de l'extérieur, mais vécue comme une sorte de vertige existentiel. Le narcissique, qui vit dans la conviction permanente d'avoir raison, d'être spécial, de mériter plus, se retrouve soudain face à une incohérence qu'il ne peut plus esquiver. Une faille dans son récit intérieur. Ce processus a été observé par de nombreux psychothérapeutes, notamment Otto Kernberg, l'un des pionniers de l'étude du trouble narcissique. Il explique que le narcissique est souvent incapable de tolérer la honte, car celle-ci détruit l'image grandiose à laquelle il s'identifie. Mais quand cette image se fissure souvent à cause d'un événement déclencheur, rupture, rejet, humiliation, il entre dans un conflit psychique violent. Et c'est là que le changement, parfois, commence. Marc Aurèle invitait chaque matin à pratiquer l'examen de soi, observer ses pensées, ses actions, ses réactions. Pour un narcissique, cet exercice est insupportable, car l'observation honnête de soi implique de renoncer à cette version idéalisée qu'il s'efforce de maintenir à tout prix. Pourtant, certains le vivent, souvent malgré eux, sous l'effet d'une crise ou d'un abandon qu'ils ne peuvent pas nier. Des études récentes, comme celle menée à l'université de Bâle en 2019, ont montré que chez les individus narcissiques ayant vécu une rupture émotionnelle soudaine, près de 18% développaient un épisode dépressif aigu, et certains débutaient même une thérapie pour la première fois. Pas par bonté, mais parce que leur propre reflet les détruisait de l'intérieur. À ce stade, le stoïcisme devient un antidote, mais pas celui qu'on pourrait croire. Il ne s'agit pas de leur enseigner la vertu ou la modération. Il s'agit de leur montrer, par votre exemple, par votre posture, que la paix intérieure n'a besoin d'aucun contrôle extérieur. Que l'on peut être calme, libre, entier, sans écraser l'autre. Et c'est là que le choc a lieu. Le narcissique, pour la première fois, perçoit une chose qu'il n'avait jamais envisagée, qu'on puisse être fort sans dominer. Que l'on puisse être aimé sans séduire. Respecté sans manipuler. Influencé sans imposer. C'est une révélation. Mais aussi une menace pour son ego. Car pour intégrer cela, il lui faudrait renoncer à ce qu'il croit être sa force, le pouvoir de plaire, de contrôler, d'impressionner. Or, cela reviendrait à détruire la façade qu'il a mis toute une vie à construire. C'est pourquoi si peu franchissent cette étape. Mais ceux qui y parviennent, même partiellement, entament un processus que Carl Jung appelait l'ombre intégrée. Ils cessent de fuir leur part noire, et commencent à l'examiner. Cela ne veut pas dire que la relation devient saine. Mais cela signifie qu'un basculement intérieur est possible. Et ce basculement ne vient jamais d'un cri ou d'un combat. Il vient de la stabilité silencieuse de celui qui n'est plus affecté. Ce que vous incarnez devient alors une preuve vivante que le contrôle n'est pas le seul chemin. Dans la prochaine partie, vous découvrirez si ce basculement peut vraiment mener à un changement. Et surtout, ce que la thérapie, les chiffres et les témoignages réels nous disent sur ceux qui ont réellement tenté de sortir du narcissisme. Ce sera peut-être surprenant, mais ce sera nécessaire. C'est la question qui revient sans cesse, comme une prière silencieuse, comme un espoir douloureux que l'on ose formuler à voix haute. Est-ce qu'un narcissique peut changer? Pas en surface, pas pour quelques semaines, mais profondément. Durable. Vrai. Est-ce possible? La réponse est complexe. Et la vérité, souvent camouflée derrière des discours bienveillants, n'est pas celle qu'on vous raconte en thérapie de couple ou dans les magazines populaires. Commençons par les faits. Le Journal of Clinical Psychiatry rapporte que moins de 10% des personnes souffrant de troubles narcissiques de la personnalité, NPD, suivent une thérapie de manière volontaire. Et parmi eux, seulement 3% maintiennent un suivi de plus de 6 mois. Ces chiffres sont brutaux. Mais ils révèlent une vérité essentielle. La majorité des narcissiques ne cherchent pas à changer, parce qu'ils ne croient pas avoir un problème. Le narcissique ne souffre pas de son comportement, tant qu'il garde le contrôle. Ce sont les autres qui souffrent. C'est vous. Et tant que l'illusion fonctionne, pourquoi changerait-il? Le docteur Craig Malkin, psychologue à Harvard, explique que le narcissisme n'est pas seulement une défense, c'est un système d'autorégulation émotionnelle. Une manière de survivre à une estime de soi profondément instable. Pour que le changement advienne, il faut donc une rupture. Un effondrement. Une crise assez intense pour briser le masque. Cela arrive. Rarement. Mais cela arrive. Et quand c'est le cas, ce n'est jamais pour sauver la relation ou vous reconquérir. C'est parce qu'il y a perte de statut, humiliation, isolement,
ou confrontation à une réalité que même lui ne peut plus nier. Le thérapeute Sam Vaknin, l'un des premiers à parler ouvertement de narcissisme en se présentant lui-même comme atteint de ce trouble, explique que les rares narcissiques qui s'engagent dans une transformation le font non pas par humanité, mais par stratégie de survie. Parce qu'ils sentent que s'ils ne changent pas, ils vont perdre tout ce qui leur donne un sens, leur image, leur influence, leur environnement. Mais même dans ces cas extrêmes, le changement est lent, douloureux, jamais linéaire. Il passe par des phases de régression, de manipulation déguisée, de rechute. Ce n'est pas une guérison. C'est une bataille intérieure. Jung disait, « Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. » Et le narcissique, pour changer, doit accepter une chose insupportable pour lui, qu'il n'est pas spécial, qu'il n'est pas supérieur, qu'il n'est pas exempt de douleur. Et c'est là que le stoïcisme redevient essentiel. Car ce que Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque enseignaient, c'était justement ça, que la véritable puissance vient de l'acceptation du réel, de l'humilité face à soi-même, du courage d'affronter ses propres contradictions. Mais ces vertus, le narcissique les méprise. Il les confond avec la faiblesse. Jusqu'au jour où la souffrance devient plus forte que l'illusion. Certains y arrivent. Ils se reconstruisent. Non pas pour plaire, mais pour ne plus fuir. Ils cessent de séduire et commencent à écouter. Ils apprennent, parfois après une vie entière de chaos, que le silence intérieur vaut plus que l'approbation des autres. Mais ils sont rares. Et vous n'avez aucun pouvoir pour déclencher cette transformation. Aucun mot magique. Aucune attitude sacrificielle ne peut forcer ce processus. C'est pourquoi tant de thérapeutes, même bienveillants, évitent d'en parler franchement. Parce que cela signifierait dire aux victimes, vous ne pourrez jamais le changer. Et pourtant, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui a bâti toute son identité sur la négation de ce qu'il est vraiment. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous changer, vous. Reprendre votre axe. Retrouver votre clarté. Posez vos limites non par vengeance, mais par respect de vous-même. Et parfois, dans cette lumière que vous incarnez, l'autre se voit. Il ne vous regarde plus comme un miroir docile. Il vous regarde comme un rappel douloureux de ce qu'il pourrait être s'il avait le courage de plonger en lui. Dans la dernière partie, vous découvrirez pourquoi cette lucidité, cette force tranquille, peut non seulement vous libérer, mais inspirer une toute nouvelle dynamique de vie. Car que le narcissique change ou non, vous avez déjà commencé à guérir. Vous avez attendu. Vous avez espéré. Vous avez cru que si vous aimiez assez fort, assez longtemps, assez profondément, il finirait par comprendre. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Vous ne cherchez plus à le sauver. Vous cherchez à vous retrouver. Et c'est ici que commence le véritable tournant. Parce que le narcissique change ou non, n'a plus le même poids. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui n'est pas de le réparer. C'est de vous libérer de ce rôle qui ne vous appartient pas. L'une des plus grandes erreurs que commettent les victimes de personnalités narcissiques, c'est de croire que leur souffrance est la preuve qu'elles aiment trop. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement traumatique. C'est une boucle neurologique qui s'est formée sous l'effet de la confusion, du renforcement intermittent, des hauts suivis de creux violents. Les neurosciences ont prouvé que le cerveau libère de la dopamine même dans les relations toxiques, du moment que l'attention revient de façon imprévisible. C'est ce qui piège. Ce n'est pas votre faiblesse. C'est votre système nerveux qui est épuisé, en manque de clarté, en hypervigilance constante. Mais cette boucle, on peut la briser. Pas à coup de force. Pas en s'opposant frontalement. Mais en réapprenant à exister sans se justifier. En devenant, comme le dirait Épictète, suffisant à soi-même, non dans l'orgueil, mais dans l'ordre naturel des choses. C'est une posture. Une lente remontée vers votre propre centre. Le premier pas, c'est la clarté. Revoir les faits. Revenir à ce que vous avez vécu, sans excuses, sans récits édulcorés. Le stoïcien ne dramatise pas. Il observe. Il nomme. Il accepte. Ensuite vient le retour au corps. Revenir dans le concret. Dormir. Manger. Bouger. Pleurer. Ressentir sans juger. Le narcissique vous a appris à douter de vos perceptions. Il est temps de réapprendre à vous faire confiance. Puis vient le silence. Non pas le silence subi, mais le silence choisi. Celui où vous n'envoyez plus de messages pour provoquer une réponse. Celui où vous n'avez plus besoin de faire comprendre, prouver, convaincre. C'est dans ce silence que naît la liberté. Car c'est là que l'on cesse de jouer un rôle. C'est là que l'on redevient auteur de sa propre vie. Vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne. Vous n'avez pas à guérir vite. Vous avez juste à revenir à vous, doucement, sans pression. Comme le dit Marc Aurèle, ce qui importe, ce n'est pas que les autres reconnaissent ta valeur, mais que toi, tu n'en doutes plus. Et cette valeur, elle ne dépend de personne.
Surtout pas de quelqu'un qui a appris à exister en vous rabaissant. Dans cette dernière phase, quelque chose de magique peut arriver. Vous ne ressentez plus de haine. Vous ne ressentez plus le besoin de revanche. Vous regardez cette personne non plus avec colère, mais avec distance. Vous comprenez qu'elle est enfermée dans une structure dont elle ne sortira peut-être jamais. Et ce n'est plus votre affaire. Parce que votre affaire, maintenant, c'est votre paix, votre équilibre, votre lumière. La meilleure réponse à un narcissique n'est pas un discours. C'est votre rayonnement silencieux, celui qui dit « Je n'ai plus besoin de toi pour me définir. Je n'ai plus besoin de cette relation pour me sentir vivant. » Et c'est là que, parfois, l'ironie s'installe. C'est souvent quand vous ne cherchez plus à être choisi, que vous devenez inatteignable à ses yeux. Non pas par stratégie, mais parce que vous avez changé de fréquence. Et c'est ce que vous pouvez faire, dès aujourd'hui. Revenir à votre rythme, à votre espace, à votre vision. L'autre peut continuer sa danse de contrôle, ou pas. Ce n'est plus le sujet. Le vrai sujet, désormais, c'est vous. C'est votre pouvoir, non pas celui de prendre, mais celui de ne plus vous laisser prendre. Ce que vous avez traversé vous a appris bien plus que ce que vous auriez imaginé. Et peut-être, à votre tour, vous serez un phare pour d'autres. Pas en leur expliquant, mais simplement en vivant. Droit, paisible, libre. Et ça, aucun narcissique ne pourra jamais vous le retirer.